Bienvenue à toutes et à tous sur l'épisode. Oh là là, je sais même plus. Épisode combien là? 67 non? Mais d'ailleurs, il y en a un que Ah tu sauté je crois, hein? ouais, t'as raison, c'était l'épisode diabolique, le précédent, 66. Donc l'épisode 67 du Brap Show. On va parler du Supercross d'Indianapolis. On remercie évidemment MGT Design et MGT Design Raceware d'être avec nous. Et on vous remercie également, de vous tous qui vous connectez, qui regardez peut-être 5, 10, 15 minutes de la vidéo. Ceux d'entre vous qui regardent tout à chaque fois, merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Tous vos petits commentaires aussi, les gens qui nous laissent des commentaires sympas, ça fait toujours plaisir. Les 3, 4 personnes qui nous ont laissé des commentaires pas sympas depuis qu'on a commencé, bah, ça nous atteint pas. Donc, continuez. Clément, évidemment, Mister Brap, à mes côtés pour parler de ses courses. Indianapolis. Et là, moi, vous commencez à me connaître un petit peu. Donc, vous vous doutez bien que je fumais de colère à la fin de la course. Parce que Tomac qui gagne pas. Et c'est quand même moyennement de sa faute. Évidemment, c'est lui qui est sur la moto, donc il a toujours une grande part de responsabilité dans son résultat. Mais quand même, là, les pilotes retardataires, ils n'ont pas aidé. Ils n'ont pas aidé personne. Mais je trouve que Tomac, il a quand même un petit peu plus souffert. Qu'est-ce que tu en penses, Clément? Ouais, je l'ai pas spécialement, vécu comme Thomas qui souffrait, plus des retardataires. C'est sûr qu'il a eu ce moment avec Vince Friese qui était, très chaud et qui aurait pu, très mal finir. Mhm. Donc là, assez inquiet à ce moment-là. Mais voilà, il y a aussi Hunter qui a gagné et dont on peut parler, qui a envoyé Thompson dans les filets, faire un petit coucou au public. Et qui, pour le coup, pareil, a perdu une place. Il y a Webb qui est passé, je crois, à ce moment-là. Voilà, il a été aussi désavantagé. C'est sûr que ça a embêté un peu tout le monde, en tout cas parmi les premiers. Et puis ça a été un vrai sujet à la fin de la course, puisque pendant la conférence de presse, ils ont beaucoup été questionnés dessus et ils se sont pas mal plaints. Donc en tout cas, eux, les pilotes, justement, l'ont un peu mal vécu, je pense, aux avant-postes. Surtout, on en revient un peu au même, hein, sur une piste justement qui devient un peu difficile avec des ornières. C'est déjà compliqué de changer de trajectoire droite-gauche et donc tu te retrouves avec des retardataires en plus, donc des, euh, des éléments perturbateurs en plus qui eux-mêmes ne contrôlent pas forcément tout ce qu'ils font, vont cross-jump, sauter de droite à gauche, etc. Donc vraiment pas évident et je pense que sur une piste comme ça, ça se fait encore plus ressentir que sur les autres et d'ailleurs c'est justement l'épreuve sur laquelle on entend le plus parler. Les autres épreuves, il y a eu des retardataires pareils, mais peut-être pas autant. Et il n'y avait pas cette différence de niveau dont parlait justement Eli Thomas, qui disait que il y avait trop de différence de niveau entre les derniers qui prenaient des tours et les premiers, et que c'était dangereux et qu'il fallait, enfin, si les promoteurs voulaient perdre des prétendants au titre, bah, fallait continuer comme ça, c'était une très bonne chose. Mais à l'inverse, sinon, faudrait vraiment revoir la chose. Donc, je pense que c'est pas sur toutes les épreuves et ça se fait ressentir. Plus la piste est difficile et technique, plus ça se fera ressentir, plus la différence de niveau se fait ressentir et donc ça peut plus impacter les courses à ce moment-là que sur les autres parce que je pense que jusque-là, ça allait. Enfin, on a toujours des soucis avec les retardataires à un moment donné. Ça arrive, ça fait partie de la course. Mais comme tu peux avoir un souci avec un mec qui est dans la course, donc c'est sûr que c'est plus embêtant quand c'est un mec qui n'est pas dans la course, qui prend un tour et qui ne doit pas influencer justement ton pilotage et ton résultat. Mais je pense que jusque-là, ils arrivaient à plutôt bien s'en sortir. On n'a pas eu de trop gros problèmes. Mais voilà, sur une piste plus compliquée avec des grosses ornières, tout de suite, ça vient rendre les choses un peu plus difficiles et c'était chaud à certains moments. Ouais, pour Tomac, effectivement, il y avait avec Vince Friese en deuxième manche où bah, clairement il a passé son petit entretien avec Dieu. Heureusement, il ne s'est rien passé pour lui. En première manche aussi, quand il se refait doubler par Hunter, de mes souvenirs, c'est quand même à cause d'un retardataire qui lui foire, je sais plus si c'est son enchaînement ou quoi, mais qui lui fait perdre vachement de temps et qui permet en fait à Hunter de repasser, même si Hunter recollait, parce que de toute façon on connaît Hunter et on sait qu'il est bon en fin de manche. Et effectivement, il semblait mieux s'adapter en fin de première manche et il recollait Tomac, mais le dépassement, dans mes souvenirs, il a quand même été possible grâce à l'aide d'un retardataire. Après, encore une fois, il a évidemment, Tomac a une grande part de responsabilité dans son choix de où est-ce qu'il va doubler le retardataire, son choix de trajectoire. C'est vrai que là, on avait quand même un concours de circonstances qui faisait que je pense on le ressent plus. Le fait, comme tu dis, que la piste soit beaucoup plus difficile avec les ornières, une piste très technique, où d'une, les différences de niveau sont plus grandes et en plus, les pilotes moins bons, comme les bons d'ailleurs, mais les pilotes moins bons sont encore moins prévisibles parce qu'ils font des erreurs tous les 2 mètres. Et à ça, tu ajoutes le fait que le tour faisait 45 secondes. Et donc, c'est sûr que bah, malgré le fait qu'on ait une manche de seulement 12 minutes et un tour, bah, on remonte, je crois que par moment jusqu'au 14e, ça mettait un tour d'avance.
Et forcément, parce que le tour est super court, bah, de toute façon, je ne sais plus qui l'a mentionné, mais c'était peut-être Cooper Webb qui disait que c'était 12 minutes, mais ça faisait 17 tours. Donc on en revient toujours à la même chose, c'est que ces Triple Crown, c'est presque une finale à l'époque où on était en tour, quoi. Et ils en font 3. Donc ouais, c'est vrai que là, les retardataires ont beaucoup plus eu un impact. Et c'est vrai que Tomac est comme les autres, mais Tomac a eu des mots quand même assez forts pendant la conférence de presse où, comme tu dis, il a dit que il continuait comme ça si vous voulez perdre potentiellement perdre des prétendants au titre. Et il disait que pour lui, il n'a pas toutes les solutions, mais celle que lui propose, c'est si le tour il fait moins de 50 secondes, on met que 15 mecs derrière la grille. Et il a dit aussi que même en motocross, il devrait y avoir que 30 pilotes derrière la grille et pas 40. Donc ouais, Tomac il était vénère quand même de finir deuxième. Et ça se comprend parce qu'on en parlait juste avant dans le podcast précédent. Mais si tu es Eli et que tu gagnes la course, tu prends la tête du championnat avant la pause. Tu te retrouves avec 5 victoires sur la saison, là où tous tes concurrents en ont qu'une. Donc quand même 4 victoires d'écart. Ça met quand même, je pense, un bon coup de massue à tous tes adversaires. Et à l'inverse, là, c'est Hunter qui, en plus, est en tête de la course et donc son adversaire direct qui l'emporte. Donc, Hunter lui monte son compteur à 2, reprend 3 points pour la tête du championnat et donc un petit écart jusqu'à 4 points. Et, euh, et c'est sûr que le coup de massue que tu pouvais espérer mettre avant la pause, tu le mets pas. Et au contraire, même s'il reste encore du temps, c'est toi qui es en position où tu n'as pas le choix, il faut que tu ailles gagner, il faut que tu ailles battre ton adversaire, tu n'as pas de marge de manœuvre. Là où même si elle est très très petite, Hunter, il a la petite marge de 4 points. Et ouais, et puis juste la frustration de se dire qu'il aurait pu la gagner celle-ci et qu'il ne l'a pas gagnée, et pour des raisons qui lui sont voilà, c'est pas vraiment sur lui, quoi. C'est un peu les retardataires qui ont joué un rôle et qui ont rendu les choses plus compliquées. Mais je pense que lui, il se sentait quand même suffisamment à l'aise pour performer et gagner cette épreuve. Donc forcément, quand au final, le résultat c'est pas la victoire et qu'en plus, il la concède à son principal rival, forcément, c'est d'autant plus frustrant. Oui, et d'ailleurs, je voulais parler de ça, merci, mais c'est vrai que Tomac, c'est quand même la troisième course qu'il devrait gagner et qu'il ne gagne pas cette saison. Et les deux précédentes, surtout Houston, il tombe tout seul, c'est 100% de sa faute s'il ne gagne pas le Triple Crown de Houston. Celui de Glendale, il y a un petit peu de malchance parce qu'il se ramasse la moto de Craig qui tombe juste à côté de lui au départ. Mais bon, là toujours, hein, si tu pars mieux, tu ne te retrouves pas dans cette situation où le chaos, en gros, t'emporte avec lui. Mais bon, c'était un petit peu moins de sa faute quand même à Glendale. Mais il était quand même nettement plus à l'aise que les autres. Ça s'est vu dans la hit et au chrono, où il était deuxième derrière Prado. Il ne la gagne pas. Là encore, il fait le meilleur temps au chrono. Tu vois que 2 manches sur 3, il a le meilleur temps en course. Il n'y a que la première manche où c'est Roxen qui a le meilleur temps et je crois que Tomac a le deuxième meilleur temps en course. Donc, dans les 3 courses, quand même, au meilleur temps, il est plus rapide que, que Hunter. Et c'est sûr que pour gagner un titre, en fait, les courses où tu es le meilleur, entre guillemets, faut les gagner. Et donc, c'est difficile pour moi d'argumenter que Tomac était le meilleur à Indianapolis parce qu'il ne gagne pas. Et je pense que le meilleur pilote gagne. Mais enfin, quand tu es le plus rapide, en théorie, il faut aller gagner, quoi. Surtout Ouais. quand tu vois, c'est pas Roxen où ça peut être le plus rapide, mais il n'a pas forcément la caisse. Ou un autre qu'on pourrait avoir. Tu vois, Thomas, on sait qu'il a la caisse, tout comme Hunter. Donc quand tu es plus rapide et que tu pars pas trop loin en plus, il faut aller gagner. Et là, le fait de ne pas gagner, c'est sûr que ça lui coûte cher parce que voilà, c'est encore sa troisième opportunité cette année qu'il a de gagner et qu'il laisse filer. Et encore une ou deux comme ça, et ça peut lui coûter le titre. Ah oui, oui, clairement. De toute façon, il s'en mordra les doigts à la fin de l'année si c'est pas lui qui le gagne, le championnat. Et il repensera à ce genre d'épreuve où il avait la vitesse et les capacités de gagner et qu'il l'a pas fait pour différentes raisons. Donc, bon, c'est comme tu dis, c'est pas fini encore. Il reste des épreuves et il reste de quoi performer. Mais bon, c'est vrai que jusque-là, il a quand même plus de victoires que les autres. Et, mais il est encore derrière au championnat. Donc, et puis si Hunter, justement, je pense que Hunter, il monte quand même en puissance, il progresse quand même depuis le début de saison. Donc ça va être d'autant plus difficile que l'écart va, je pense, se réduire un petit peu quand même plus on va se rapprocher de la fin de saison. C'est clair. Je regarde un petit peu les courses qui arrivent jusqu'à la fin.
c'est compliqué d'essayer de se rassurer. Enfin, moi, en tant que supporter de Tomac, je me rassure en me disant la prochaine à Birmingham, c'est quand même moins mou qu'un Indianapolis et quand même la terre, quand elle est moins molle, généralement, il est plus à l'aise. Ensuite, il y a Détroit, généralement, il a quand même gagné pas mal de courses là-bas, donc c'est une terre en tout cas avec laquelle il est assez bon. Pareil pour Saint-Louis. Le seul problème avec tout ça, en fait, c'est que on a Hunter Lawrence qui réellement n'est qu'à sa deuxième année complète sur la 450 parce que l'année dernière, il se blesse en Supercross à la quatrième épreuve comme Tomac. Et on n'a pas tellement de données du coup pour Hunter sur toutes ces pistes. Et donc, aussi à l'aise Tomac soit-il, peut-être qu'Hunter sera encore meilleur. Donc, c'est quand même difficile. C'est vrai que quand je regarde un petit peu les courses qui arrivent, je me dis il y a moyen d'aller récupérer des points au championnat sur les 3 prochaines, Birmingham, Détroit, Saint-Louis pour Tomac. Mais en même temps, Hunter, il pourrait très bien dire bah attends frère, parce qu'en fait, tu sais pas qui je suis maintenant, tu vois. Alors, il y a 2 ans, j'ai roulé à peu près à ces endroits-là et j'étais pas un prétendant. Mais aujourd'hui, je suis même pas le prétendant. Moi, je vais vous dire que je suis le favori. J'ai la plaque rouge, tu vois. Ouais, non, à voir. Donc tendu. Là, ouais, je pense que le week-end off, il va pas être si off que ça pour Tomac. Je pense qu'il va essorer de la poignée sur son terrain dans le Colorado, bien énervé là pour passer sa frustration. Et de son côté, Hunter, même s'il sera plus serein, je ne sais pas s'il va être très off non plus parce qu'il a quand même mentionné qu'il avait roulé 5 fois la semaine d'Indianapolis. Alors je crois que la course à Indianapolis, c'était son 5e jour de roulage de la semaine. Mais beaucoup de testing pour être plus à l'aise sur la moto après Daytona. Donc ça avait l'air mieux. Mais bon, connaissant le Hunter, il va pas se reposer sur ses lauriers. Je sais pas s'il va pas rouler 10 fois pendant les 2 prochaines semaines, quoi. Ouais, et puis surtout que les nerfs commencent un petit peu à monter, parce que je sais pas si tu as entendu aussi son interview sur la conférence de presse où il a été euh, questionné sur son dépassement sur Prado et qu'on lui a demandé est-ce que c'était un fait de course, enfin voilà, juste un dépassement, ou est-ce que c'était volontaire d'aller le chercher un peu haut et de lui donner un body English. Mhm. Et il a dit que en gros, lui, il avait pris comme quoi il avait laissé passer Tomac. Il s'était mis sur le côté pour laisser passer Tomac, en gros, et qu'au moment où lui est arrivé, il a au contraire essayé de, donc pas forcément de le faire tomber, mais de lui faire perdre du temps, en tout cas à ce moment-là. Donc que s'il continuait, oui, il allait lui mettre volontairement des body English, des bons petits Mhm. coups là. Et après, il a même dit, et puis peut-être que Jet va revenir et faire la même dans ce cas-là. Et c'est vrai que quand il a dit ça, je me suis dit, mais en vrai, bien sûr que tu vois, quand on se posait la question, est-ce qu'il va revenir pour le Supercross et tout, tous les jours, il va revenir pour le Supercross. Encore plus si son frère, justement, est dans cette position-là pour venir Dans, intercaler. dans Pour cette venir. situation-là, je suis d'accord. Je Voilà. pense que même si c'est pour 2 épreuves, ils font revenir Jet dès que possible parce que s'il y a que 4 points d'écart et que ce soit dans un sens ou dans l'autre, que Hunter ait 4 points d'avance ou 4 points de retard, s'il est si près dans la course pour le titre, c'est à peu près sûr que ouais, ils font revenir Jet et ils essayent de prendre des points à Tomac. Mais Et, et vas-y. ce à quoi Prado a répondu sur Instagram, je sais pas si tu as vu la réponse aussi du coup, Oui, mais oui. où il a dit ha ha ha, déjà ça l'a bien fait rire. Attends que je le fasse volontairement et je vais te mettre des body Spanish. Donc j'aime bien, ça commence à chauffer. Et pourtant, tu vois, j'ai l'impression qu'avec les Lawrence, il s'entendait plutôt bien, même si on le voyait un peu trop sûr de lui. Je trouve quand il arrive aux US, Prado à dire ouais, moi je vais le battre, Jet, etc. Tu vois, ça laissait penser un peu que bon, c'était pas les meilleurs potes du monde, même si après, bon, ils pouvaient être les meilleurs potes et se dire oh, bah, je vais le battre. S'il y en a un qui peut le battre, c'est moi, etc. Mais je trouve qu'il y avait un petit peu d'animosité. Et en fin de compte, bah, là, je voyais en Supercross qu'ils discutaient pas mal, tu vois, quand ils se retrouvaient. Je crois que c'était peut-être l'année dernière, au final, où bah là en début de saison, on n'a pas vu Jet avec lui, mais il m'a semblé les voir échanger plusieurs fois, tu vois, sur la grille de départ, ou peut-être quand Jet il est venu justement aux courses, mais là qui faisait pas la course, il m'a semblé le voir discuter avec. Et puis là, au final, ça commence à chauffer un petit peu, donc voilà, j'ai hâte de voir la suite parce que ça va peut-être commencer à se muscler un petit peu entre ces pilotes. Ah ouais, ouais, ça tient à pas grand-chose, disons, la relation cordiale entre les pilotes. Mais c'est ça que j'aime bien, moi, dans la deuxième moitié de championnat, quand tu n'as plus que 2 mecs et tout ça, c'est que tu sens quand même que la pression. Au début, tu as toujours la pression parce que nouvelle année, il n'y a personne qui veut se foirer et tout ça, et il y a toujours beaucoup de pression, beaucoup de stress. Mais je trouve qu'après, quand tu arrives dans la deuxième moitié, les 2 mecs qui se détachent, pareil, la pression, elle monte un peu comme les playoffs en basket et d'autres situations comme ça, les phases éliminatoires en Coupe du Monde, au foot, tout ça. Tu sens que là, quand il n'y a plus le droit à l'erreur, je trouve que c'est là que ça devient vraiment intéressant à regarder, quoi. Et puis surtout que le Prado, on sait qu'il n'a pas peur d'aller mettre justement. Il me semble que quand il l'a doublé un peu de manière musclée,
Hunter, derrière, il a mis un gros rupteur aussi, Prado, et je me suis demandé s'il allait pas essayer d'aller le chercher, tu vois, dans le virage derrière pour aller lui mettre un petit taquet. Donc là, en plus que ça ait changé deux trois mots, bon, pas directement sur Instagram, mais que Prado a répondu sur Insta et tout, je me suis dit, ah là, ça va peut-être commencer à rouler un peu plus musclé. Mmh. Et c'est vrai que le fait qu'il mentionne Jet, je me suis dit, ben oui, en fait, tous les jours, il va revenir. Et j'ai vu un truc sur Facebook comme quoi là, on allait avoir une annonce dans pas très longtemps d'un retour de Jet, donc qui s'officialiserait. Pour quand OK. exactement, je ne sais pas. Et puis, je sais pas si c'est une vraie info ou non, mais j'ai vu passer ça sur Facebook. Donc, peut-être qu'on va être au courant de son retour dans pas trop longtemps. Ah ouais, peut-être qu'on aura un communiqué du coup après le break ou pendant, ce serait intéressant. Bah, attends, parce que là on a dit donc il nous reste, 8 épreuves. On vient tout juste de passer la moitié donc. Heu, Jet, je crois pas qu'il ait repris la moto, hein, parce que bon il marchait avec une canne il y a encore 2 ou 3 semaines. Ouais, même pas, il y avait une trottinette de jambes, l'autre. Ouais, mais ça il l'a retiré, il y a Ah pas ouais? longtemps la trottinette et le plâtre, enfin je sais pas si c'était un plâtre ou une attelle et il marchait sur ses 2 jambes mais avec une canne, ouais. Ok. Mais donc Et sans là bottes, parce que des fois, tu as ouais. les bottes de marche aussi, là, qui font plâtre, mais avec lesquelles tu peux poser le pied quand même. Là, Non, non, là il il avait avait plus de bottes. ses chaussures, chaussures normales, quoi. Ok. Mais bon, il avait quand même une canne, je pense qu'il avait quand même encore un peu mal et qu'il essayait de pas mettre trop de poids dessus. Donc là, on a 2 semaines jusqu'à Birmingham et donc 9 semaines en gros jusqu'à Salt Lake City. Ah, je pense qu'il pourrait potentiellement faire les 4 dernières en fait. Plus que les 4 dernières, ça me paraît quand même vraiment compliqué parce que ouais, remarque 5 semaines, je sais pas, imagine qu'il reprend la moto maintenant. On a vu Shimoda, 2 semaines ça suffit. Après, je pense que Jet, il a fait moins de sport quand même vu que c'était la cheville et qu'il pouvait pas faire grand chose niveau cardio et tout. Mais Mm, ouais, peut-être même les 5 dernières, qui sait, 4 semaines, c'est peut-être que ça suffirait s'il reprenait la moto, vraiment prochainement. Bah, ça écoute, ouais, ça va être intéressant. C'est vrai que j'y croyais pas trop au retour de Jet en Supercross, mais là, non pas que son frère ait besoin de lui parce qu'il a 4 points d'avance et il a pas eu besoin de l'aide de Jet. Mais c'est sûr que tu Honda, tu vas prendre toute l'aide que tu peux avoir et mettre toutes les chances de ton côté. Ah oui, de toute façon, c'est ça depuis. Et puis, enfin, il était même question de le faire à l'époque où Jet était justement en 450 et Hunter pas encore, et qu'ils avaient fait parler de. Il parlait de faire monter Hunter pour la dernière, je crois, en 450, un truc comme ça, où c'était avec Sexton, je me souviens plus. Et il parlait de faire monter les deux Lawrence. Il y avait une année comme ça où Mmh. soit l'un des deux ou les deux Lawrence étaient en 250, et je sais plus du coup si c'était pour aider Sexton peut-être quand il était sur la Honda. C'était peut-être plutôt ça, et il parlait de faire monter les deux pour essayer d'intercaler des gars justement et maximiser. Donc là forcément Pour le que ça SX ou pour le MX? pour le SX. OK, je me souviens plus trop, mais Je me souviens qu'il était question de ça et j'étais super étonné de faire monter justement en 4,50 comme ça pour la dernière épreuve, parce que bah, Jet ou Hunter avait dû gagner en avance. Enfin, il devait mmh. avoir le titre déjà dans la poche, et donc il était question de faire monter pour intercaler des gars. Donc de toute façon, c'est connu depuis le début que on se sert un peu des coéquipiers. Parfois ça laisse passer, parfois voilà, ça essaye de bouchonner. Donc surtout s'ils ont l'impression de se sentir victime d'un Prado qui revient et qui se met un peu en travers de tout ça, tu vois, et qui va jouer là-dessus. Donc ils vont se dire, bah oui, nous aussi, on va pas le laisser seul face à deux, justement, et un Prado qui va peut-être saccager, et on va mettre aussi un maximum de pilotes qui vont être de notre côté, quoi, en gros. Mais surtout si tu es Honda, tu vois qu'en face, c'est un pilote KTM et tu te rappelles de Musquin qui s'écarte pour Dungey, tu as la mémoire encore très fraîche de Baumer, l'année dernière et j'ai envie de dire que autant tu vois, bon, tu as Musquin qui s'écarte pour laisser la victoire à Dungey et lui donner 3 points de plus, ch c'est normal. Enfin, quand tu prends un petit peu tout en considération, c'est normal. Évidemment que tu aimerais, voir, le champion gagner, 100 à la régulière sans l'aide de personne parce que c'est un sport individuel. Mais bon, quand tu es KTM qui dépense des millions pour gagner le titre, tu vas pas laisser ton propre pilote t'empêcher de le faire. Ouais, non, c'est clair. Mais Baumer qui va sortir à Macker quand même, alors que Baumer n'est pas du tout dans la course au titre à la dernière épreuve l'année dernière, là je trouve que c'est limite quand même. Que tu vois, que tu laisses passer à la limite, que tu facilites le dépassement pour ton coéquipier et que tu affrontes les autres pilotes de manière normale, je trouve que ça reste juste. Aller sortir volontairement l'adversaire de ton coéquipier, là, je trouve que ça devient vraiment antisportif. Parce que, oui, évidemment, toi, de toute façon, tu joues pas le titre, donc qu'est-ce que tu en as à faire? Peut-être que KTM, il va te payer ton amende et tout, et tu peux même aller lui casser sa moto ou le blesser, tu vois.
Donc là, je trouve que c'était quand même limite quand Baumer est allé sortir. Bien sûr que nous, spectateurs, ça a donné du spectacle, hein, je dis pas le contraire. Mais sur le plan éthique, c'était un petit peu limite, je pense. Mais, mais sinon, après, le fait que les coéquipiers entrent un petit peu en ligne de compte en fin de championnat, je trouve ça quand même normal. Ouais, 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 oui, qui facilite le dépassement. Enfin, je te rejoins là-dessus. Et quand ça devient dangereux, justement, c'est que là, tu franchis justement un cap. Et surtout quand tu deviens dangereux, alors que c'est même pas pour toi ton titre, mais pour celui de ton coéquipier, c'est plus fair play et ça dépasse un peu le sport. Après, quand tu joues un peu au chat et à la souris, tu vois que tu vas t'arrêter un peu dans le virage, etc. Bon, ça, tu vois, t'aurais pu le faire pour toi. Là, on sait que les conditions font que c'est pour ton coéquipier parce que lui, il est en lutte pour le titre et que tu es face à son rival et que toi, tu n'as rien à gagner. Mais tu aurais pu le faire aussi justement pour sauver ton podium. Par exemple, tu es troisième et le concurrent, tu te bats pour la troisième place. Tu aurais pu le faire aussi pour ton podium. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, après, aller tout droit dans un virage et quitte à truiner ta course. Et si tu le fais alors que tu es à la 12e place? À la combien? À la 12e place. Non, voilà, tu vois, tu sais que 12 ou 13, ça change rien. Le bonus, il change pas. Donc, enfin, voilà, là, clairement, c'est plus du sport et ça dépasse. Mais quand c'est voilà, pour un podium ou quoi, ça peut se justifier pour toi aussi personnellement, tu vois, te battre pour ça. On avait eu la question, je me souviens l'année dernière avec Romain Fèvre et Ruben Fernandez à un moment donné aussi en GP qui se bataillaient. On voyait un Fernandez ça a été chaud sur des sauts et que c'était un peu limite et tout. Mais voilà, tu sais que là, Fernandez, c'était pour aider personne d'autre parce que Geiger n'était pas là. C'était juste lui choper son podium et que voilà, des podiums, il en a pas souvent. Donc, et dès qu'il a l'occasion d'en avoir un, lui, il joue le titre, pas le titre, j'en ai rien à faire. Moi, je veux mon podium. Enfin, je veux dire, t'es pas mon pote, t'es pas mon père, t'es pas mon fils, t'es personne. Donc que tu gagnes le titre à la fin ou pas, je m'en contrefous. Par contre, que je fasse un podium, je serais bien content. Donc là, tu vois, il s'est battu comme ça. Et donc, on aurait eu Geiger sur la piste à ce moment-là, on aurait pu dire ouais, c'était chaud et c'était pour aider Geiger, etc. Alors qu'en fait, non, le gars il se bat juste pour son propre podium, tu vois. Donc voilà, ça dépend des circonstances, mais c'est sûr que quand ça devient dangereux et que tu vas tout droit dans un virage au risque de ruiner ta propre course juste pour aider ton pote, c'est dommage parce que ça dépasse le sport. Le but, c'est que ce soit le meilleur qui gagne quand même. Et le meilleur, enfin, dans une course de supercross, t'es pas censé justement faire du slalom, que ce soit entre les retardataires, éviter des gars, surtout, enfin, les retardataires, pour le coup, ils essaient pas de te découper, mais t'es pas censé justement faire attention à des gars qui voudraient t'attaquer et te mettre par terre. Mais c'est vrai que pour Tomac, Prado, c'est quand même un bon coéquipier parce qu'il part bien, il sait rouler défensif. Donc, c'est vraiment un Vince Freeze sur stéroïdes. Donc ça, bah, alors, disclaimer, hein, je dis ça, c'est bien sûr du second degré. Je ne suis pas en train de dire que Prado est un mec dopé. C'est pas du tout ça le discours. Mais vous voyez, c'est vraiment ce que Mike Alessi et Vince Freeze ont toujours rêvé d'être. Bah, c'est Jorge Prado qui l'est, quoi. Ouais, non, clairement, c'est sûr que quand il part devant, il est capable d'y rester et ouais, de fermer les portes, de sauter de droite à gauche aussi quand il faut. Donc Et c'est quand sûr il faut que, pas. ouais, c'est sûr que c'est un bon coéquipier, je pense qu'il a. Ouais, je me rappelle de Reed, tu sais, quand il s'était fait rentrer dedans en 2009 par Chisholm alors qu'il lui mettait un tour et c'est Chisholm qui tombe, Reed, ça lui a pas fait grand chose. Mais il était assez énervé sur le podium et il avait dit ah, mais s'ils veulent faire entrer en compte les coéquipiers, il n'y a pas de souci. J'ai un des mon coéquipier, c'est le meilleur starter du plateau, donc il n'y a pas de souci, on va le faire comme ça, quoi. Ouais. Donc c'est clair que quand tu as un coéquipier qui part bien, dans ces situations-là, ça peut être qu'un atout. Mm, mm, mm. Bon, parlons un petit peu. Cooper Webb, il a été assez discret. Il finit troisième du général d'Indianapolis avec quatrième, troisième, quatrième place. C'est pourtant, c'est pourtant une piste Cooper Webb, quoi. Ce genre de piste toute défoncée où il faut virer. Enfin, il faut virer serré n'est pas un handicap. Les whoops sont difficiles à dribbler, sont pas forcément plus vite à dribbler qu'à sauter. Oui, bien sûr, si tu les dribbles vraiment bien, c'est toujours plus rapide. Je te vois secouer la tête. Ouais, parce qu'il Mais s'est fait déposer par Roxen dans les whoops, justement, en première, je crois. c'est À un clair. moment. Mais disons que le dépassement que Roxane fait dans les hoops et le passage que Roxane fait dans les hoops, c'est très très dur de les faire tour après tour. Donc c'est moins un handicap quand même de sauter les whoops, surtout si tu les sautes bien. Donc ouais, enfin c'était une configuration Cooper Webb et il accroche tout juste le podium à égalité de points avec son teammate dont on va parler juste après.
Mais là, le championnat, il s'échappe quand même pour Cooper Webb. Bah ouais, et puis on voit que justement, il arrive pas à inverser la tendance, quoi. Là, il est clairement derrière ces deux gars là devant et il n'arrive pas à inverser la tendance, à reprendre le lead et il n'y a pas assez d'opportunités au final, parce qu'on sait qu'il est très opportuniste et qu'il est capable justement quand il y en a un qui fait un faux pas, de gagner. Mais là, on en a deux qui, bah, malgré les faux pas, ils s'échangent un peu les victoires. Et même quand il part devant, au final, il se fait doubler. Et cette année, ouais, ça me semble un peu mort pour le Cooper Webb, là. De toute façon, j'avais Ouais. annoncé l'année dernière dans le podcast, j'avais dit que c'était son dernier titre l'année dernière. Donc, il fallait le savourer. Là, il a vu, oh, pas de jet, ouais, ouais, pas de jet, mais voilà, il y en a d'autres. Ouais, c'est clair. Ouais, cependant, bon, il est déjà une course derrière. Enfin, déjà, il a une course de retard au point parce qu'il a 25 points de retard. Mais il faut quand même rester accroché parce que, bah, on l'a vu en 2023, hein, si tu peux avoir les deux top pilotes, les deux premiers du championnat qui sortent sur coup, et Chase Sexton qui était troisième au point a su en profiter et au final gagner le titre. Donc, pour Cooper Webb, même si c'est très peu probable, l'histoire pourrait se répéter. Il faut rester accroché et rester le plus près possible au point pour pouvoir saisir une opportunité s'il y en a une qui se montre. On va parler de Justin Cooper avant de partir sur Roxanne, parce que Justin Cooper a quand même fini quatrième du Triple Crown, avec une victoire en deuxième manche, un redépassement sur Thomas qui était quand même énervé. Ah, il était beau. Moi, j'avoue que je l'ai pas vu venir celui-là. Et je pense que Thomas l'a pas vu venir non plus. Il était beau. Puis après, il a mis soupape comme tu dis. Et ouais, la deuxième manche de Justin Cooper, elle était quand même belle. Ouais, ouais, non, c'est clair. Et c'est vrai que ce dépassement incisif, tu voyais que, pareil, il a un peu les crocs, lui, et que il est un peu en dessous de ce qu'il attendait, je pense, cette année en Supercross. Et moi, personnellement, je le trouve aussi un peu en dessous de ce à quoi je l'attendais. Je m'attendais à le voir un peu plus proche, justement, des podiums, plus souvent sur le podium et proche de victoire à certains moments, peut-être, tu vois, sur des terrains, justement, qui lui conviennent un peu mieux avec des whoops, une courte série de whoops et qui saute et sur laquelle il arrive à être aussi rapide en sautant que les mecs qui dribblent. Donc je pense que là, il a vu qu'il avait la vitesse, qu'il était là et il a saisi l'opportunité. Donc c'était une belle manche pour lui. Ouais. Niveau vitesse, il n'a pas été trop mal toute l'année, parce que même aux essais ou quoi, il est pas trop loin généralement. Mais je crois qu'il a mentionné qu'il a eu du mal à s'adapter à l'embrayage hydraulique de la YAM et que ses départs en fait sont plus les mêmes. Il a plus d'aussi bons départs que l'année dernière. Et c'est vrai que comme toi, je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu dans la continuité de sa forme de fin de saison de Supercross l'année dernière et qu'il rattaque vraiment en étant un mec régulièrement dans le top 5 et comme tu dis, prétendant pour le podium. Mais c'est vrai que bon, bah déjà en début de saison, en début de championnat, on a retrouvé presque tout le monde à part Jet. Et c'est vrai que Justin Cooper, sa plus grande force, c'était quand même ses excellents départs. Et il les a pas eu jusque-là. Et bah, on a vu en deuxième manche que quand il prend un bon départ, il peut faire quelque chose avec, surtout sur une piste comme ça qui, pareil, était un petit peu taillée pour lui, avec des whoops qui peuvent se sauter et qui sont pas trop handicapants quand tu les sautes. Maintenant que ses départs ont l'air d'être un petit peu meilleurs, on va peut-être le revoir un petit peu plus souvent aux avant-postes. Mm, ça se peut. Et Ken Roxen, qui je vois fait. Bon, j'avais vu hein, qu'il avait gagné la première manche, mais dixième de la deuxième et troisième de la troisième. Et là, tu te dis que l'accrochage avec Plessinger. Mais c'est vraiment l'image de Roxen en fait cette année, je trouve. C'est qu'il roule vachement bien, il se met la plupart du temps dans de bonnes positions, mais de temps en temps, il lui arrive des trucs qui lui coûtent très cher. Ouais, et puis pas toujours de sa faute. Je repense avec Hunter quand il s'accroche, c'est clairement Hunter qui vient les mettre par terre. Bon, là, il se rate, mais il a un Plessinger qui lui passe dessous. Donc, ouais, c'est vrai que c'est dommage parce qu'effectivement, 1-10-3, il fait. Donc, c'est clairement la deuxième qu'il met dedans. Ouais, ça aurait pu faire la victoire au podium de sûr et ça aurait pu être la victoire pour lui encore ce week-end. Donc c'est dommage, surtout que le Triple Crown, bah, c'est moins long, donc peut-être que physiquement ça lui convient un petit peu mieux. On sait que là, en deuxième partie de saison, c'est pareil, il s'essouffle à certains moments. Donc vraiment dommage pour lui. Et puis ça lui fait perdre des points aussi. Donc ça détache vraiment les deux de devant. Et ça, c'est dommage parce que
ça aurait pu être son année. C'était un peu sur un Ça fil de partait pas trop rasoir, mal. mais voilà, mais ça aurait pu quand même. Et on sait que c'était quand même voilà, fragile, avec quand même plein de points d'interrogation sur plusieurs points. C'est pas beaucoup de points, mais pour Roxen. Mais là, ouais, du coup, ça se détache un petit peu. Et bah, il peut espérer encore en gagner quelques-unes avant la fin, mais pour le titre, ça va être dur parce que les deux sont réguliers quoi qu'il arrive. Même quand ils se ratent, même quand ils tombent, ça remonte vite et ça performe derrière. Donc lui, il est aussi désavantagé avec ce kick qui, je pense, lui fait perdre quand même pas mal de temps en général quand il se met la tronche par terre. Donc ouais, dommage. Ouais, c'est sûr que quand il fait une erreur du coup et qu'il se retrouve à caler, ça lui coûte plus cher que les autres. Et ben, c'est vrai que Seattle, on l'a vu, s'il avait un démarreur électrique, au pire des cas, il fait 5 ou 6 quoi. Mais Ouais, alors ouais. qu'à Seattle, pareil, il finit 10, je crois. C'est 4 points ici. C'est là, pareil, comme tu dis, il pouvait faire troisième facilement. Donc c'est ces 3 points là. Et c'est ce qui fait qu'il est 28 points derrière Hunter Lawrence au championnat, cependant que 3 points derrière Webb. Donc déjà, il peut largement jouer la troisième place au championnat et je pense que ça va être un peu son objectif avec évidemment continuer d'essayer de gagner des courses. Et je ne serais pas surpris de le voir regagner une course cette année. On en avait parlé après sa première à Glendale. C'est vrai qu'il reste assez de temps et que même s'il a une petite baisse de régime, je trouve qu'elle est moins flagrante que par le passé. Et je me dis que ça pourrait être le meilleur bénéficiaire de ce week-end off, Roxane. Parce que si effectivement il y a une petite baisse de régime physique, ben, le petit week-end de pause pour essayer de récupérer, ça peut être vraiment le bon moment pour pas qu'il accumule trop de fatigue et qu'il reparte un petit peu ressourcé pour la deuxième moitié là. Ouais, ouais. Non, c'est vrai que ça va peut-être lui faire du bien, lui. Puis surtout qu'il a l'air de dire qu'encore une fois, avec la moto, il est à l'aise, il a pas besoin de faire trop de réglages, etc. Donc, il est pas dans une position où ouais, je dois rouler, je dois tester, etc. Donc, il va peut-être faire le minimum pour se maintenir, mais en profiter pour récupérer et revenir un peu plus ressourcé pour cette deuxième partie de championnat. Donc, ouais, je suis assez d'accord. On parlait d'épisodes diaboliques la semaine dernière, vu que c'était l'épisode 66. Un autre qui est diabolique, c'est le Jorge Prado, hein, qui, pour son retour à la compétition, finit sixième avec 6-6-6 en score sur chaque manche. Ouais. Bon, c'est un retour à la compétition après sa blessure et il a raté 3 courses, c'est ça? Comment? Il a raté 3 courses, Prado. Un petit peu plus même, parce que Euh, du coup, Seattle, il roule pas parce qu'il se blesse à Seattle. Ensuite, il roule pas à Arlington, Daytona. Et ouais, si, il en a raté 3 parce qu'il est revenu là, du coup, à Indianapolis. Donc ouais, il est pas resté absent très longtemps, mais c'est bien, il revient un peu au même niveau que quand il est parti. Donc bien pour lui, hein. ouais. Ouais, ouais. Non, c'est vrai qu'en plus, avec des bons départs, je trouve qu'il est quand même un petit peu plus. Un peu moins performant qu'avant de se blesser. Mhm. Parce qu'on le voit quand même partir devant et sur des manches un peu courtes se faire dépasser facilement et ne pas tenir la cadence. Mais c'est un retour à la compétition sans avoir roulé non plus. Donc j'attendais pas non plus à ce qu'il revienne au même niveau que là où il s'était arrêté. J'espère pour lui juste voilà, qu'il se refait pas mal et qu'il repart regagne en fait ce niveau qu'il avait justement avant de se faire mal. Et pour, comme lui le disait, engranger de l'expérience encore en supercross, prendre du roulage en supercross pour arriver à être un prétendant au titre le plus rapidement possible. Ouais. Après, c'est aussi quand même une piste plus exigeante que Anaheim ou au niveau de la terre, des ornières, tout Ouais, mais ça. je trouve qu'il a montré justement que malgré les ornières, je sais plus quelle autre piste on avait avec pas mal d'ornières, où déjà dès les chronos, il sortait des bons chronos. Enfin, justement, je m'attendais à ce qu'une piste avec ornières, ce soit plus compliqué et qui galère vraiment. Et en fin de compte, bah, je me souviens plus sur quelle épreuve je m'étais fait la réflexion. Bah, à Seattle, il fait le meilleur chrono aux essais, mais il se blesse dans la seconde séance et du coup, on le voit pas en course. Ouais. Et Ouais, bah, c'était sinon, peut-être là que je me disais justement là, sur une piste truffée d'ornières que ça allait être plus compliqué et qu'au final bah, il performait en tout cas aux essais. Donc ouais, je sais pas si au final ça lui convient moins bien parce que ça va aussi un peu moins vite. Et puis on le voit quand même, il est très bon dans les whoops cette année et même sur des whoops défoncés. Donc ouais, putain, si Thomas qui pouvait avoir la vitesse de Prado dans les hoops, je pensais pas que je dirais ça un jour, hein. c'est une dinguerie. Mais franchement, si Thomas qui pouvait avoir ne serait-ce que la vitesse, je parle même pas de Cole Davis, si Thomas pouvait avoir la vitesse de Prado dans les hoops, mais déjà là, Indianapolis, malgré les retardataires, il te le gagne.
Ouais, et puis tu vois en plus que dans les whoops, Tomac, tu vois que c'est un bûcheron dans les whoops. La moto, elle pioche vraiment, elle va dedans, et tu vois que c'est au niveau genre physiquement, ça lui pompe 3 fois plus d'énergie qu'un Davy, justement. Tu vois qu'il l'a fait aller dedans, et que comme si c'était un bulldozer et qu'il voulait les casser les whoops, quoi. Et tu le Mais vois ouais, sur il son va corps que vachement dans le c'est. fond des whoops. Ouais, Je sais pas si c'est parce qu'il veut s'assurer qu'il en rate pas une ouais. ou pour quelle raison, mais ou si c'est une question de réglage de moto qui l'oblige à dribbler comme ça. Ah, moi je Mais pense que c'est c'est vrai pour se qu'il est rassurer. moins sur les crêtes bien haut qu'un Roxen ou qu'un Et Davis. Et puis du coup, tu la vois la moto bouger, et puis lui, pareil, avec son corps, hein, qui te la tient, quoi, hein, de la moto dans le. Ouais. Mais ouais, physiquement, là, je me dis, oh, j'ai même pas envie de faire un seul tour là comme ça dans les whoops, comme lui il les fait, quoi. Et c'est vrai que chez Kawa et Yamaha, c'était déjà la même chose. Je me souviens pas trop de ces années Honda, si sa technique dans les whoops a toujours été comme ça. C'est pour ça que je me demande, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il est à l'aise pour prendre les whoops, ou est-ce que c'est la façon dont il règle sa moto qui lui impose un petit peu de prendre les whoops comme ça. Mais ouais, je me dis, s'il prenait les hoops ne serait-ce que comme Prado, déjà que là, il est quand même difficile à battre, Tomac, mais il serait inarrêtable. Mm, mm, mm. Petite mention pour Joey Savacci qui s'est fait mal, je sais plus exactement, il se tenait un coup le genou, un coup la cheville, je sais pas trop. A priori, après la course, il pressentait que c'était pas trop grave. Donc Ouais. il y a moyen qu'on le retrouve à Birmingham. Mais bah, j'espère pour lui, parce que c'est vrai qu'il passait quand même une très bonne année jusque-là, avec de très bons résultats, et ce serait dommage de voir cet élan coupé par les blessures. Et Plessinger, j'ai pas regardé ce qui s'était fait du coup avec. Je crois que lui aussi, il a dit qu'a priori ça allait. Je crois qu'il a rien de cassé, ouais. Ok. Donc, mais je sais pas s'il sera off ou pas pour la semaine prochaine, mais visiblement, ouais, je crois que c'est rien de cassé, et qu'il Ouais. était justement content de s'en sortir bien de Ouais, cette lui, chute. lui aussi, il a vu le Seigneur dans l'enchaînement. C'est vrai que sur le coup, quand on a vu à la télé, je me suis dit, tu vois quand atterrit Roxane qui est en catastrophe et tout, freine et enroule le saut d'après ou quoi. Mais après, j'ai vu un autre angle sur les réseaux où c'est vrai que Roxane, quand il rebondit, il va vachement du milieu de la piste vers la gauche, et il rebondit pas tellement en restant en ligne. Bon, de toute façon, Roxane, il est hors contrôle à ce moment-là, hein, donc il le fait évidemment pas exprès. Mais c'est vrai que du coup, ouais, je pense que Plessinger, sur le coup, il voit Roxane qui est un peu en catastrophe, mais qui est sur sa droite, donc il se dit ça va aller. Puis après, au final, Roxane dérive sur lui, Hmm. et ça s'accroche. Donc bon, après, de toute façon, c'est le supercross, ça reste un sport dangereux, et ça ne changera pas. Mais peut-être qu'avec juste 15 pilotes sur la piste, les premiers tours seront moins dangereux aussi. Ouais, c'est sûr. T'en penses quoi, toi? Tu voudrais voir moins de pilotes derrière la grille? Moi, j'avoue que, en fait, je préférerais ne plus voir de terrain où il fait que 45 secondes au tour que seulement avoir 15 pilotes derrière la grille. Je trouve que c'est quand même moins cool quand tu as 15 pilotes derrière la grille. Je trouve que quand tu as un top pilote qui part loin derrière et qui doit remonter, quand tu te dis qu'il a plus que 14 pilotes à remonter contre actuellement 21, je trouve que c'est quand même un petit peu moins attractif en tant que spectateur. Et à la limite, tu sais, j'aimais bien quand Ralph, à l'époque, il disait 20 tours, 20 pilotes, c'est parti pour la finale, tu vois. Et juste déjà réduire à 20, en mettre 2 de moins, ça, par contre, ça me poserait pas plus de problèmes que ça. Mais ouais, est-ce que ça te dérangerait, toi, de voir une finale avec 15, ou un triple crown avec seulement 15 pilotes derrière la grille en SXUS quand la piste est courte comme ça? Bah ouais, un petit peu. Je pense, effectivement, je te rejoins sur le fait que je préférerais voir des tours un peu plus longs, un peu plus grands, où ils vont moins justement passer des retardataires, parce que par contre, bon, ça me passionne pas de les voir passer des retardataires quand ils sont premiers, même si il y a des fois où je me dis, ça peut relancer un peu le truc, tu vois, quand tu as un petit écart de 2 secondes pendant 15 minutes, Quand tu te ça dis, aide mon bon, pilote, moi, ça me va, hein. non, mais quand ça fait 15 minutes que l'écart il est de 2 secondes entre les deux, tu te dis, j'aimerais bien qu'il y ait voilà, un petit retardataire qui fait perdre un petit peu de temps, et du coup l'autre qui recolle, et donc l'écart il est plus que d'une demi-seconde. Là, ça devient intéressant. Donc pourquoi pas. Mais non, et puis notamment justement quand tu as un pilote qui tombe au départ et qui doit remonter, bah, de le voir peut-être tout seul pendant pareil 10 minutes, 12, 15 minutes, et ensuite le voir passer 3 personnes pour finir 12e, c'est quand même moins impressionnant qu'un mec qui repart dernier et qui aura passé plein de gars pour arriver justement à la 12e place ou un truc comme ça, comme on a pu le voir jusque-là. Donc non, moi je serais pas pour qu'il y en ait moins. Et puis aussi d'un point de vue sportif, il faut quand même un peu penser à ceux qui sont derrière, aux pilotes privés qui galèrent un peu, et qui vivent leur rêve, quoi. Donc ce serait dommage de faire un truc élitiste avec 10, 15 pilotes, et les autres derrière, ne pas leur donner l'opportunité de se frotter à eux. Et puis on voit
parfois aussi des belles progressions avec des mecs qui au début peuvent galérer peut-être à se qualifier et qui au final n'auraient pas eu l'opportunité de faire des finales autour de la 15e place avant de progresser et être un mec du top 10 ou choper un guidon euh, Factory, tu vois, toutes ces choses-là, parce que là tu réduis, au final tu as presque que des pilotes Factory et comment se montrent les autres, alors c'est que les amateurs qui vont pouvoir se montrer et monter en pro. Donc non, moi je suis pour laisser le même nombre de pilotes. Après, je pense que c'est sur la piste effectivement qu'il faut faire un, un travail pour essayer de rallonger le tour et aussi peut-être durcir. C'est Villopoto qui parlait de ça, qui disait que si tu leur mets 5 000 euros d'amende, 5 000 dollars d'amende quand ils gênent un autre pilote, peut-être qu'ils feront un peu plus attention à garder leur ligne et à pas gêner les pilotes qui arrivent derrière. Donc peut-être que ça, effectivement, c'est la solution, surtout qu'en général, les pilotes retardataires, c'est des pilotes privés qui justement courent après le petit bonus et n'ont pas du tout envie de lâcher 5000 de plus. Donc effectivement, ça pourrait être une solution parce qu'on en voit quand même certains qui prennent un tour et qui savent garder leur ligne et rester sur le côté. Et effectivement, Thomas, quand il se rate et qu'il se fait doubler dans l'enchaînement, t'as un gars, en fait, ils sortent des whoops, ils prennent le double et ils restent dans l'ornière principale, qui ouvre le virage puis reprennent l'ornière à l'intérieur. Donc ça laisse peu de place. Là, voilà, il doit rester collé sur le côté et sortir, aller sur l'extérieur du virage. Surtout qu'ils le savent, la trajectoire de course. Donc tu dois, quand tu es retardataire, aller sur la trajectoire qui n'est pas la trajectoire de course, surtout quand tu es dans une portion qui est monotrajectoire. Et quand tu es un Vince Freeze, si tu n'es pas capable de sauter un triple en restant droit dans tes ornières, ne saute pas triple, fais que deux. Mais bon, c'est très bien qu'un Vince Freeze, voilà, il est réputé pour s'en foutre, mais il fait des vidéos, des posts Instagram en disant qu'il vient avec son van et qu'il est privé et qu'il est le meilleur pilote Kawasaki du week-end, là, du coup, parce qu'il a dû finir devant Marchbanks. Il faudrait vérifier les résultats, mais je crois que c'est ça. Oui, Marchbanks qui Ouais, finit juste 14. devant. Donc voilà, il dit qu'il finit devant les pilotes Factory, qu'il est le meilleur pilote Kawasaki cette semaine. Donc on peut dire ce qu'on veut, mais voilà, il est là en gros, Vince Freeze, tu vois, il commence à se sentir pousser des ailes et à employer les termes. Donc tu te doutes qu'il en avait complètement rien à faire de gêner un Tomac et de sauter à côté. Son objectif, c'était de pouvoir dire qu'à la fin du week-end, il était le meilleur pilote Kawasaki et qu'il devrait être payé 3 millions par Kawasaki Factory. Du coup, voilà, je rejoins un peu Villopoto, mettre une amende peut-être un peu plus salée pour les retardataires. Mais tu vois, par exemple, sur l'action, si on peut reparler de l'action avec Hunter, je manque d'un. Tu vois, il m'aurait fallu un point de vue un peu plus large pour voir un peu dès le début de l'enchaînement comment ça se passe. Parce qu'à la fin, pour le coup, tu vois pas un Thompson complètement à gauche et aller complètement à droite pour prendre l'intérieur dans son virage. Donc, parce que j'ai vu beaucoup de gens blâmer Thompson de son action. Mais pour moi, il est au milieu et il va prendre son intérieur. Et tu as un Hunter qui saute le double et qui, du coup, n'aurait jamais pris l'intérieur puisqu'il finissait par un double, il me semble. Ou peut-être pas, là, à vérifier. Je dis peut-être une bêtise, mais bon, je pense qu'un Hunter, il aurait pu être à gauche et prendre son virage à l'extérieur, longer son virage à l'extérieur, tu vois. Donc, je blâme pas non plus Hunter, mais pour moi, c'est purement justement un fait de course et c'est pas un retardataire qui ne s'est pas poussé de la trajectoire et qui a fait n'importe quoi. Pour le coup, c'est un peu les deux qui se retrouvent au même endroit au même moment et c'était pas le bon moment. Euh, pour cette action-là. En tout cas, après, le reste sur Vince Freeze, effectivement, il saute de droite, il va à gauche sur un triple avec en l'air. Là, c'est complètement dangereux et il aurait pu éviter ça en sautant que deux ou en sautant bien en ligne à droite. Donc ouais, voilà, je rejoins Villopoto, amende plus sévère et je pense qu'on aura des retardataires qui feront un peu plus attention et qui du coup laisseront la tête de course un peu plus safe. Ouais, c'est clair. Je suis d'accord avec toi que Thompson, pour le coup, c'est vraiment un incident. C'est pas de bol, mais enfin, tu vois qu'il a pas. En plus, ouais, enfin, franchement, il va dans l'intérieur. C'est pas la trajectoire de course, tu vois. Thompson, je pense qu'il va dans l'intérieur et c'est pour se laisser passer. Donc, lui, c'est vrai qu'il a reçu un peu de haine sur les réseaux et c'est vraiment pas mérité. Après, pour Vince Freeze, fait exprès, pas fait exprès, qu'il va de droite à gauche ou quoi. Peu importe, de toute façon, d'une, tu affectes la course. De deux, c'est super dangereux. Donc lui, c'est clair que enfin, Et c'est c'est toujours le même. assez surprenant. Et c'est toujours le même. Et c'est ce que Tomac. disait Hunter, c'est ce que disait Tomac, c'est ce qu'ils ont tous dit, c'est que c'est tout le temps les mêmes récidivistes, quoi. C'est la plupart des mecs savent prendre des tours et t'en as toujours deux ou trois, c'est toujours les mêmes qui se sortent pas de la trace. Enfin là, tu vois, Freeze. Et je sais pas si Freeze, il pensait que Tomac était sur sa droite et du coup, il veut le laisser passer à droite ou quoi, parce que après il regarde à droite
après avoir presque tué Tomac, il regarde à droite, Freeze. Donc j'en sais rien. Mais enfin, peu importe. Il y a un moment donné où il faut juste être meilleur. Et je dis pas qu'il faut être meilleur sur une moto, mais meilleur dans ta prise de décision. Et si même t'as pas fait exprès, c'était trop dangereux pour que ça reste impuni. Mais malheureusement, il n'y a même pas eu de sanction en fait ce week-end vis-à-vis des retardataires. Donc c'est vrai que c'est assez honteux. Euh, mais bon, ouais, pour revenir à en plus mettre moins de pilotes dans les championnats, là, euh, tu vois, moi, souvent, je dis, on regarde le MXGP et c'est le championnat du monde et tu as des grands prix où ils sont 22 derrière la grille et où parfois ils sont moins que 20 derrière la grille. Donc, même si tu finis dernier, tu marques des points. Et je trouve ça assez ridicule d'être le championnat du monde et d'avoir si peu de monde derrière la grille. Et je trouve que c'est un des aspects vraiment positifs du championnat américain, c'est que c'est ouvert à tous ceux qui sont éligibles à une licence professionnelle. Et à partir de là, tu t'inscris. Si tu fais partie des meilleurs, tu participes à la course. Et voilà, c'est vraiment, on ferme la porte à personne et on essaie d'avoir les meilleurs athlètes, les meilleurs sportifs dans ce sport pour voir qui est le meilleur. C'est tout simplement ça le but. Tu n'as pas besoin d'être riche pour pouvoir t'engager. Tu n'as pas besoin d'être affilié à tel team ou tel team pour pouvoir t'engager comme en championnat du monde de supercross. On n'est pas limité à 12 ou 15 derrière la grille. Donc ça, je trouve que c'est top. Après, c'est vrai que oui, en motocross, 40, c'est beaucoup de pilotes. Ça rend les premiers virages assez dangereux, ça défonce la piste. Si c'était que 30, pareil, c'est pas trop mal. Tu as encore 10 pilotes qui marqueront pas de points. Cependant, tu vois, enfin, après, le sport évolue, c'est normal, mais quand tu as Sexton qui tombe à Hangtown et qui passe de 40e à premier, tu vois, c'est dommage de se dire que c'est une performance que tu ne pourras plus jamais voir parce que de toute façon, maintenant, ils seront plus que 30. Donc, et puis, pour le coup, ils ont la place. Enfin, il y a des retardataires aussi qui dérangent parfois en motocross, mais il y a la place quand même. Généralement, ils coûtent rarement autant la course que là à Indianapolis. Et si c'est le cas, j'ai envie de dire que pareil, il faut mettre des sanctions parce que vraiment, c'est que tu as fait exprès sur une piste de motocross. Si tu déranges autant que ça a été le cas là à Indianapolis, c'est qu'il faut revoir ta façon de rouler. Non, clairement. Après, pour ce qui est de ne plus faire des pistes de supercross où on a 45 secondes au tour, j'ai pas trop la solution. C'est vrai que Indianapolis, bah, peut-être que le stade est un petit peu petit, que tu n'as pas trop la place de faire plus. Mais et peut-être que dans ce cas-là, la solution, c'est tout simplement on va plus dans ce stade à Indianapolis. Peut-être qu'on va plus à Indianapolis, j'en sais rien. Après, c'est vrai que c'est pas tous les ans une catastrophe comme ça. Le circuit est tous les ans très difficile avec plein d'ornières. On n'a pas tous les ans des gros problèmes avec les retardataires comme ça. Peut-être que le tracé était juste un peu raté cette année. Voilà, un tracé qui va trop vite, qui est trop simple. Je sais pas. Mais c'est vrai que oui, mais de toute façon, c'est leur combat. On sait que les promoteurs, ils essayent à chaque fois d'avoir un tour qui est autour d'une minute au tour. C'est ce qu'ils aimeraient dans l'idéal. C'est pour ça que pendant super longtemps, on avait des murs sur les terrains de supercross et tout ça. Mais donc bon, quelle est la solution? Je sais pas, mais c'est vrai que si on pouvait réussir à rallonger un petit peu le temps autour, ce serait plus sympa que de retirer des pilotes derrière la grille. Oui, parce que il y a moyen de la rallonger la piste, tu vois. Après le saut d'arrivée, là, déjà là, c'est pareil, tu te mets un mur, et un mur raide, comme ça. Là, ils te prennent le virage, tu sais, à l'intérieur, boum, ils bombardent sur la ligne de départ. Pareil, là, t'as trois rollers. Là, c'est pareil, fais le petit saut, comme on a dit au Supercross de Paris, un petit double, mais raide, tu vois. Il faut faire des bosses plus raides, en fait, pour qu'ils passent plus de temps en l'air et moins rapide vers l'avant. Donc maintenant, les motos ont évolué, c'est différent. D'accord, mais je pense qu'il y a quand même des portions où tu peux alors les faire peut-être très roulantes où ça va, où tu as de la vitesse linéaire, et d'autres où ça va être un peu plus raide, un peu plus haut, tu vois, où ça va te faire aller un peu plus haut et que tu vas sauter, tu vas être obligé en fait de ralentir devant l'obstacle, tu vois, enfin, ça peut être envisageable plutôt que de faire des trucs justement avec des transitions très souples parce que tu arrives vite sur l'enchaînement. Et donc déjà là, tu mets un mur après le saut d'arrivée, tu vois, à enrouler une bosse ronde, là, tu vois, mais assez haute, qui te fasse perdre du temps. Et pareil, tu bombardes ligne droite, mais là, tu es obligé de faire un gros freinage parce que tu arrives sur un petit double comme ça, un petit camel vraiment raide qui te fait aller un peu haut. Alors là, après, bon, c'est pareil. Après, c'est pas la FFM là-bas qui fait les homologations des terrains, donc ils auront peut-être le droit, eux. Mais bon, sinon, c'est le risque de rester ouvert comme ça et de finir dans le gradin. Mais à la fois, enfin, quand tu fais un mur, tu vas finir dans les étoiles, peut-être pas dans le gradin, justement en avant. Mais bon, tu as des solutions, tu vois, tu peux mettre des obstacles qui vont ralentir. Et je pense que déjà là, tu fais peut-être perdre quand même facile une seconde et demie, tu vois, sur juste déjà deux obstacles sans changer déjà le tracé. Après, je pense que ces derniers temps, il repassait beaucoup aussi sur la ligne de départ et forcément du plat, bah, ça va vite. Même si tu fais des virages, ça va vite. Donc,
je pense qu'il y a moyen de rendre la piste moins rapide que ça, et que c'est le réel problème. Et après, je te rejoins sur le motocross. Pour le coup, c'est assez large, assez grand, avec des pistes plus de 2 minutes autour, tu vois, où tu as la place et le temps, quoi, avant de te retrouver avec les mecs qui encombrent et qui posent problème. Effectivement, je pense que c'est juste sur le départ que ça peut être un peu sketchy. Et en général, c'est pareil, en MXUS, c'est quand même assez large, assez ouvert, pour éviter que ça fasse carambolage au premier virage. Bon, autre chose sur la catégorie K150 ou on arrête là? Euh, non, ah ouais, si, juste, t'as vu le sauvetage de Malcolm Stewart dans les Whoops? Ouais, j'ai vu, ouais. J'ai vu Incroyable. sur les Et réseaux celui tout à aussi l'heure. du comment on appelle ça? Commissaire, avec son La qui a roulade, traversé là. la Ouais, roulade la dans les roulade. whoops. Ouais, ouais, elle Ouais. était pas mal aussi, ouais, Ouais. effectivement. On a eu des beaux moments dans les whoops là. Non, mais surtout Malcolm Stewart qui perd la main dans les whoops et qui atterrit sans la main, qui prend le double sans la main et qui réussit à la remettre à ce moment-là. C'est là que tu vois quand même qu'une moto, ça se pilote avec les jambes mais pas avec les bras, quoi. Ouais, clairement. Ouais, c'est clair. Chapeau à lui. Lui aussi, il a eu son petit entretien divin, ouais, pendant ce passage. Catégorie 250, ça va aller très vite. Ça va aller très très vite. Ça va aller aussi vite que Cole Davis dans les Whoopty 12 parce qu'il fait le triplé. Carton plein pour Cole Davis. Les 3 manches. Joe Shimoda a presque pu faire quelque chose. Je sais plus trop dans quelle manche, mais il n'a pas réussi. Et je sais pas. Je sais pas si c'est encore tôt. C'est encore tôt, mais est-ce que ça va être plus un duel Shimoda-Davis ce championnat? Est-ce qu'on va avoir est-ce que Amaker va rester dans le coup? J'en sais rien. Pour l'instant, on a Amaker qui est 1 point derrière Davies, Pierce Brown 3e et Shimoda 4e. 2 points séparent les 4 premiers quand même. Et Benick est pas si loin que ça avec 9 points. Bon, Benick, je le considère quand même pas comme prétendant au titre. Surtout que pour moi, il est quand même moins fort que les 4 qu'on vient de citer juste avant. Donc même s'il roule bien, hein, attention, je dis pas le contraire, mais je pense pas qu'il va aller chercher sur la durée du championnat les 4 autres pilotes. Moi, je vois Pierce Brown décrocher petit à petit et Amaker, je sais pas. Amaker, déjà, il m'a surpris l'année dernière. C'est vrai que là, cette année, il reste fort. Disons que quand je le vois rouler, Amaker, j'ai pas l'impression de voir quelqu'un de fort, mais il se retrouve toujours dans une bonne position et devant et à gagner des courses. Donc c'est assez particulier ma relation avec Amaker. Ouais, moi, je pense que les trois ils vont rester présents pour le championnat. Davis, Shimoda et Amaker, ça va se jouer entre les trois. Effectivement, je pense que Brown est quand même un petit peu en dessous, et que même avec un bon départ, je le vois quand même un peu en dessous des trois autres. Donc je pense que ça va être un duel, enfin un duel, un truel à trois, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Benick, pareil, je pense qu'il est un peu derrière ces gars-là. Mais d'ailleurs, je pensais à toi parce que Cianciarulo disait que aux essais, quand il était amateur, je crois qu'il le voyait comme le nouveau James Stewart et tout. Oh là là. Les gars emploient je sais pas ce qu'ils ont avec Ski, ouais, ils ont peut-être signé un truc là, ils prennent tous un chèque à chaque fois qu'ils poncent le gland des Ski Boys. Mais ouais, il y a un truc là. Mais ouais, puis il disait pas pour cette année, mais Oui, une quand fois que les autres. Digan va monter et peut-être Shimoda aussi, il sera en liste pour prendre le contrôle de la catégorie. Et les gars, je vous dis pas non, hein, moi je connais pas aussi bien Benick que vous, mais là pour l'instant il en est loin, donc Non, mais déjà qu'ils prennent le contrôle de calmons-nous. sa moto, parce que on l'a vu performer, mais quand même, il y a certains moments, la Husky, c'est elle qui dirigeait, tu vois. C'est elle qui décidait pour lui. Donc, ouais, non, non, non. Après voilà, s'il se blesse pas et qu'il progresse, pourquoi pas, c'est envisageable. Mais je trouvais que les mots, comparé à James Stewart et tout, un Benick, la vache, je me suis dit, c'est qu'il devait être vraiment performant en tant qu'amateur. Mais bon, ça en fait des gars qui étaient performants. Entre Di Francesco, Benick, Digan, qu'il était. Et puis je pense qu'il a roulé un peu avec ces gars-là aussi en amateur. Je crois que c'est un peu la même génération quand même. Donc, ouais, on va voir, hein. Je crois que James, moi je serais James, je le prendrais mal, hein. Je dirais les gars, ma dernière course c'était il y a 10 ans, vous avez déjà oublié à quel point j'étais bon quand même. Quand tu me dis que Benick, t'as cru que ça allait être le nouveau James Stewart. Déjà, Jet, on pensait pas que ce serait le nouveau James Stewart. Et s'il y en a un qui est proche d'être le nouveau James Stewart, c'est plus Jet que n'importe qui d'autre. Alors, Benick, faut arrêter, les gars. Ouais.
Bon, sinon, moi, Shimoda, il continue de m'épater parce que je l'attendais pas là après si peu de préparation, hein. On le dit, c'est déjà la troisième course. Euh, mais cependant, je pense qu'après le break, Shimoda, on va pouvoir presque considérer qu'il est à 100%, hein. Ouais, c'est ça ce qui est un peu perturbant avec Shimoda, c'est que moi je suis un peu déçu parce que je le vois se faire doubler, un peu déposer et perdre de la distance, mais à la fois, voilà, quand tu te rappelles que ça fait 2 ou 3 semaines là, qu'il est sur une moto, tu te dis, bon, ouais, non, en vrai, tu prends ça en compte. Enfin, tu vois, moi ce week-end, là, je vais aller faire une course, ça va pas être la même, je vais pas être Shimoda, quoi. Ouais, je me suis inscrit à une course. Mais non, Et à l'autre bout du pays en plus, non, je suis au boulot, là où j'avais laissé 2 côtes il y a 2 ans. pétard. Je vais en récupérer une, essayer d'en récupérer une sur deux déjà. Et Attends, t'as roulé combien de fois cette année? en 2026, Ouais, en 2026. une fois? Ah là là. En course, non? Non, à l'entraînement. Bah non, j'avais pris ma licence, donc le lendemain, je suis allé rouler une petite fois. Tu Et sais qu'on n'est plus en période Covid, hein, les autres mecs, ils roulent à l'entraînement avant d'aller faire des courses, hein. ouais, c'est ça le problème. Et depuis cet été, moi, mais depuis cet été, 3 fois du coup. Donc moi, là, pour l'instant, j'ai pas repris de licence et tout parce que ça coûte cher d'aller rouler. Et toi, tu dis non, moi, quand je vais rouler, je vais payer 50 balles d'engagement parce que c'est pas assez cher. Bah, j'ai payé une licence course, faut que je la renta. C'est- Donc je fais que les courses, vu que j'ai pas beaucoup de temps, je fais que les Ah, courses. purée. Ok, donc du coup, ouais, oui, non, ça va pas se passer comme Shimoda, non. Mais Shimoda, il avait Voilà. quand même roulé 3 fois avant, Eh avant ben, je voulais rouler cette semaine, mais Indianapolis. au final, non, je vais pas avoir trop le temps. Et puis, il faudrait surtout que je fasse la vidange et que je m'occupe un peu de la moto avant d'aller rouler. Ce serait mieux, je pense. Et du coup, il y aura une déco MGT Design sur la moto pour la course? Ah bah oui, parce que je roule avec l'ancienne encore, en fait. L'autre, elle est toujours pas montée, Ah, en fait. Elle est en caisse encore, la ok. nouvelle. Donc non, ce sera. Là, je finis ma saison 2025, en fait. Ok, ah, Et, je- d'accord. Ouais. et cet été, je devrais commencer la saison 2026 avec la nouvelle moto, la C'est nouvelle c'est ta déco. version du Supercross de Paris, en fait, là, ta course au boulot. Voilà, c'est une petite course préparatoire, c'est une course hors championnat. Tu vois, j'ai raté Ah, ok, l'ouverture du ok. championnat parce que bon, j'ai fait une petite pneumonie. Alors, j'étais un peu malade, je pouvais pas y aller, tu vois, ce week-end. Alors, du coup, je suis allé me détendre dans le jacuzzi. Mais ouais, la semaine prochaine, on va aller faire poète-poète. Et avec ma super tenue d'ailleurs MGT Design, puisque je roulerai avec la petite édition limitée. Ah là là, la Retro Edition, regardez ça. Il va me prendre mon boulot. Bah oui, hein, abonnez-vous Voilà. à leur compte Instagram, MGT Design-du-bas Racewear. Et comme ça, vous n'avez plus qu'à leur envoyer un DM si vous voulez cette tenue-là ou n'importe quelle autre que vous pouvez voir derrière Mister Brap. Et je le répète encore une fois, mais la bonne chose avec MGT Design, c'est que vous pouvez aussi faire des trucs qui n'ont jamais été faits. Si vous avez une idée, ben, vous discutez un petit peu avec eux et ils vont réaliser votre idée. Donc c'est vraiment top. Alors, tiens, ça tombe bien qu'on parle un petit peu de tenue, hein, parce que MGT Design, c'est top, MGT Design Racewear, c'est des tenues près du corps, mais à ma connaissance, ça rentre pas non plus dans le boule comme le pantalon de Cole Davies. Parce que je sais pas ce qu'ils ont, les mecs, mais ils ont les fesses moulées, mon gars, mais personne n'a envie de voir ça. Entre le camel toe de Barcia et de Jet et les fesses moulées de Davies, je sais pas ce qu'ils font avec leurs pantalons, les mecs, mais à un moment donné, je veux bien qu'on ait plus les trucs super larges de quand Reed il a gagné son premier titre de Supercross en 2004. Mais est-ce qu'on peut avoir un juste milieu? Ben on l'a avec MGT Design Racewear. Hein, rassure-moi, les pantalons sont quand même pas, te rentrent pas dans les fesses comme ça. Ouais, mais je pense qu'ils utilisent des matériaux justement encore plus stretch et plus légers que ce qu'on utilise nous pour avoir cette matière justement qui te permet d'avoir une tenue proche du corps mais d'être quand même assez à l'aise dans tes mouvements parce que c'est les retours justement qu'on a en général, c'est que c'est assez léger au niveau du pantalon mais c'est ce qui te permet justement d'avoir une tenue proche du corps mais de ne pas être limité dans tes mouvements et de pouvoir être à l'aise quand tu roules. Et c'est vrai que eux, comme ça les moule encore plus que les tenues MGT Design. Et tu te dis, mais comment ils font pour être aussi à l'aise? Donc, à mon avis, ce sont des matériaux encore plus légers et stretch, peut-être au niveau du pantalon, ce qui leur permet d'avoir ouais, collé au corps et de pouvoir quand même faire le petit demi-squat dans les whoops sans que ça craque ou sans être limité dans ses mouvements. Ouais, moi j'oserais pas, hein, personnellement. Après, c'est peut-être parce que ce soit au niveau du postérieur ou d'ailleurs, je suis pas équipé pour pouvoir m'exhiber de cette manière. Mais je suis d'accord de pas rouler avec des trucs larges comme Reed en 2004 quand il gagne son premier titre SX. Mais là, je trouve que pour certains pilotes, ça va quand même un petit peu trop loin. D'ailleurs, j'avais entendu dire que Ferrandis, quand il est passé chez Troy Lee Design Red Bull Ducati, il a dit qu'il voulait pas des trucs aussi serrés que Barcia.
Bah, je me doute parce que de toute façon, on voit bien qu'il a pas des trucs aussi serrés et pourtant, c'est vrai que Troy Lee, c'est vrai que ces derniers temps, tu le voyais, coller entre, Barcia. J'essaie de réfléchir qui d'autre on a pu voir rouler en Troy Lee, j'avais l'impression que c'était un peu, voilà, le nouveau truc quand même. Troy Lee, il faisait aussi proche du corps et quand j'ai vu Ferrandis, je me suis dit: «Ferrandis, Troy Lee, tiens, je suis curieux, est-ce qu'il va rouler encore enfin avec du moulé?» parce que je trouve que c'était un peu trop large quand même, ce qu'il avait chez O'Neill et tout, l'année dernière, ça le faisait pas trop. Bon, là, c'est un peu plus proche du corps, mais voilà, tu vois quand même que lui, il laisse de la place un peu partout. Ouais, bah, il a raison, faut que ça respire quand même. Il fait chaud hein, quand tu fais du cross. Ouais. Bon, sinon, autre chose pour la catégorie 250, là, à Indianapolis. Bah, écoute, non, je crois pas, hein. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit. Et bah écoutez, merci à tous de nous avoir suivis. On parlera du MXGP d'Argentine dans un autre épisode, parce que là, on a quand même pas mal débordé, et puis moi, il faut que je retourne bosser. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à nous envoyer de la force dans les commentaires, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Pas de course, mais on vous parlera du MXGP d'Argentine. Et bon week-end off à tous. Bonne course du coup à Mister Brave qui part faire une course alors qu'il ne s'est pas entraîné de l'année. Et ça va bien se passer, hein. Tu prendras pas les risques de Sacha Konen quand même. Non, ça risque pas. Allez, à plus.